avec cet apéritivo sur le sport. Je tiens à remercier Jean-Pierre Dermite, maire de Biot, et Éric Pauget, conseiller général des Alpes-Maritimes et adjoint au maire d'Antibes délégué au sport, pour avoir accepté cette rencontre et ce débat avec des intervenants de tous bords sur un thème qui leur est cher, le sport. Je salue la présence amicale d'un certain nombre d'élus dans la salle, à commencer par Sylvie Santagata, qui est premier adjoint au maire de Biot et conseiller général suppléante d'Éric Pauget, Serge Amar, qui est adjoint au maire de la ville d'Antibes, Géraldine Raymondi, qui est élue à Cagnes-sur-Mer, Eliette Trouche, qui est conseillère municipale à Péménade. Je salue la présence de Jean-Sébastien Martinez, qui est responsable départemental adjoint des jeunes populaires et qui travaille également au cabinet de M. Christian Estrosi à Nice. Je salue, je crois qu'on a beaucoup de représentants de la jeune chambre économique et plus particulièrement Inès Gamavo, qui en est la responsable. Merci au Sophia Country Club pour son accueil. On est très heureux d'être reçus dans de telles conditions, d'autant que je sais très bien le niveau du cocktail qui nous attend par la suite. Et plus particulièrement Monsieur Alvis, qui est directeur de TIA. Alors, nous sommes tous habitués maintenant à ces apéritivos. Cela fait maintenant près de 2 ans que Jérôme Viau a été nommé responsable départemental des jeunes actifs des Alpes-Maritimes. Jérôme Viau, je le répète, il est conseiller général à Grasse. Et c'est vrai que dès le début, il a souhaité mettre en place des rencontres mensuelles autour d'un élu sur un thème précis, avec des intervenants qui nous permettent de débattre. Je tiens à saluer tout le travail qui a été effectué par Jérôme en 2 ans, aux 4 coins du département. Je pense notamment aux 3 apéritivos que l'on a fait à Nice, avec Éric Ciotti, avec Pascal Condomiti, avec également Olivier Bédati. Je pense à celui de Cagnes-sur-Mer, qui avait été aussi organisé par Géraldine, avec le sénateur-maire Louis Nègre, ou encore à Grasse, avec Jean-Pierre Leleu ou Charles-Ange Ginelli. Alors, on le comprendra, hein, j'ai une pensée plus particulière pour l'apéritivo que l'on avait fait à Juan-les-Pins, sur le thème de la bioéthique, avec Jean Leonetti, notre ministre-maire d'Antibes. Le concept des apéritivos, je le rappelle, c'est une rencontre entre des jeunes actifs, des sympathisants, sur un sujet précis, avec en plus d'élus référents, des intervenants qui sont souvent apolitiques, et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui parfois ne pensent pas comme nous, mais qui peuvent nous apporter un témoignage. Ce soir, nous avons la chance d'avoir des intervenants de grande qualité, qui ne font pas partie de notre formation politique, mais qui ont accepté de jouer le jeu de cet apéritivo sur le sport. Merci beaucoup Kéra de ce propos d'accueil. Je voudrais en tout premier lieu te remercier pour l'organisation de cette soirée qui est un vrai succès. Et comme tu sais si bien le faire, eh bien mobiliser autour de toi, autour de nous, les jeunes actifs. Et une fois de plus, eh bien, tu as démontré ta capacité de mobilisation et d'organisation pour réussir et réunir ce soir un grand nombre de jeunes actifs, un grand nombre de personnes qui s'intéressent en tout cas à ces questions, un grand nombre d'intervenants. Et je voulais, devant l'ensemble de nos amis, te remercier et vous pouvez l'applaudir très fort. Un petit clin d'œil aussi à Diego, que vous pouvez aussi applaudir. Je profite aussi de ce moment pour remercier nos amis, Jean-Pierre, maire de Biot, que vous pouvez applaudir très fort aussi. Éric, avec qui je siège depuis 2008 maintenant au Conseil général, mais qui lui a une plus grande expérience
que moi dans les bancs de l'Assemblée départementale, qui préside la commission sport et jeunesse au Conseil général auprès d'Éric Ciotti, et avec qui j'ai la chance de coordonner cette commission sur la partie jeunesse et Éric sur la partie sport. Et je profite aussi de ce moment pour te remercier de ton accueil bienveillant quand je suis rentré dans l'Assemblée départementale comme Benjamin, et tu as toujours été en tout cas d'une grande gentillesse à mon égard, et je voulais aussi te remercier pour cet accueil. Je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants avec l'importance, et pour souligner l'importance en tout cas que revêt dans les apéritivos les apports extérieurs. Je serai très court parce que l'esprit, ça sera d'échanger et de laisser parler nos élus, nos intervenants et puis les jeunes qui souhaitent s'exprimer, parce que je crois que des choses ont été évoquées, préparées. Mais les apéritivos, et Guérin l'a très bien rappelé, sont nés avec la volonté de se dire dans notre formation politique, on a envie d'échanger, on a envie de partager sur des thèmes de société qui nous sont chers et qui nous concernent. Et l'objectif est cette démarche de dire tout le monde est bienvenu, pas forcément des gens uniquement au sein de la formation politique, mais des personnes qui ont l'expérience du terrain. Et en tout cas, c'est un des éléments forts de ces apéritivos, de pouvoir avoir des contributions du terrain et de pouvoir échanger sur ces réalités concrètes de tous les jours, pour pouvoir s'inspirer en tout cas de ces problématiques, de ces questions, et pour pouvoir aussi apporter nos contributions en les synthétisant. Et ce soir, je voudrais vous remercier parce que c'est une démonstration de plus que on peut s'intéresser à la politique, on peut y apporter quelque chose. Aujourd'hui, vous le faites en dehors d'une démarche partisane, mais c'est la démonstration que dans ces apéritivos, eh bien, on peut débattre ouvertement de tous les sujets, on peut partager des expériences, on peut confronter des positions. Je me souviens dans les premiers apéritivos, quand nous avions fait une réunion sur l'environnement, les jeunes actifs d'aujourd'hui pour l'environnement de demain, on avait partagé des positions différentes, où certains avaient dit oui, c'est bien beau de prôner l'énergie électrique ou les éoliennes ou le solaire, mais on n'a pas forcément les infrastructures nécessaires pour acheminer le courant, pour le stocker. Et ça avait provoqué en tout cas peut-être des fois des clashs quand on parle de la réforme de l'acte contresigné d'avocats avec des notaires et des avocats, peut-être ça peut provoquer des clashs. Mais on a en tout cas cette volonté d'aborder les choses avec sérénité et avec un débat constructif, mais ça démontre que les jeunes actifs sont des jeunes qui s'intéressent à l'ensemble de la société, et c'est bien là notre ambition. Et je voulais vous remercier d'avoir accepté de venir contribuer, partager votre passion, partager ce que vous réalisez au quotidien, et en tout cas on est très reconnaissant de ça. Et on peut vous applaudir aussi très fort. Je conclurai mon propos en prenant l'exemple de ce que Kéra vient de dire, et l'exemple de l'apéritivo de ce soir qui est exemplaire, c'est le cas de le dire, qu'on va essayer dans cette année qui s'amorce, et aujourd'hui, eh bien, c'est pas n'importe quel apéritivo, c'est la rentrée. Après la période estivale, on fait cette rentrée ce soir. Et c'est un temps fort pour marquer et imprégner un rythme régulier tous les mois de rencontres. Le prochain, et si vous avez vos agendas, c'est bien de le noter, comme ça c'est fait, je vous proposerai le prochain apéritivo. Nous vous proposerons le prochain apéritivo le 16 novembre au soir, un mercredi 16 novembre au soir. Pour pouvoir débattre, on évoquera le lieu et le sujet plus tard via Facebook, et je vous invite tous aussi à devenir membre du groupe des jeunes actifs, UMP 06 officiel, et jeunes actifs de la 7e aussi bien sûr, et ça permettra en tout cas de recevoir l'information et des invitations régulièrement pour pouvoir assister et participer à ces groupes, mais d'ores et déjà retenez cette date du 16 novembre qui est notre prochaine rencontre. Et eh bien, ça va être la série de nombreuses rencontres qui vont rythmer l'année à venir. C'est une année importante.
avec des échéances importantes dans le cadre des élections présidentielles et législatives qui nous attendent, où les jeunes actifs seront engagés très fortement dans ces rendez-vous. Et les apéritivos, en tout cas, seront une courroie de transmission et un relais aussi pour pouvoir débattre, échanger, partager les thèmes et puis faire passer les messages qui nous semblent importants. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long. Je vais repasser la parole à Kéra pour que après nos intervenants puissent s'exprimer. Et vous remercier toutes et tous pour toute votre bonne humeur, votre énergie que vous mettez dans ce groupe des jeunes actifs, pour eh bien, toute l'énergie aussi que vous allez pouvoir apporter et donner dans les mois à venir. Et puis moi, vous dire que je suis très content de coordonner ce groupe, avec aussi l'aide de Kéra, parce qu'on s'est connu il y a maintenant quand même quelques années, en 99 ou en 2000. Et eh bien, les uns les autres, on a fait un bout de chemin, engagé en tout cas dans la vie politique locale. C'est quelque chose qui est passionnant. Je sais que ça vous passionne tous, et si vous êtes là, c'est bien aussi pour ça. C'est parce que vous avez au fond de vous une petite fibre qui vibre en disant j'ai envie de m'intéresser à l'autre, j'ai envie de m'engager pour l'autre, j'ai envie de m'engager pour la société et pour apporter ma contribution. Et je pense que ce groupe, il est chouette, il fonctionne bien, il prend une vraie dimension, et on en parlait récemment avec nos responsables nationaux qui sont Franck Alizio, Richard Kitaes, Arnaud Murgia, et qui retiennent en tout cas ce concept des apéritivos parce qu'il fonctionne, il est fédérateur. C'est aussi quand pendant de nombreuses années on s'est engagé dans les jeunes à 17-18 ans, et JS le sait bien, jusqu'à l'âge de 30 ans, où on a eu des activités, des actions, et qu'on tombe après les 30 ans en disant voilà, on sort des jeunes pop. C'est aussi une manière de s'engager, de débattre de sujets. Je pense que les personnes qui sont engagées à l'UMP sont en attente aussi de ces débats, de partager des idées, de se voir tout simplement aussi, de partager des cartes de visite, de partager des réseaux, de se parler et de passer des soirs ensemble. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole et je vous demanderai de les accueillir très fort à nos intervenants pour parler d'un sujet important. Un sujet important que Kéra a dévoilé, qui est le sport. Et aujourd'hui, eh bien, on a tous les ingrédients qui sont réunis autour de la table pour pouvoir faire un bel apéritivo autour du sport. Merci beaucoup, et je vous demande d'accueillir très fort Jean-Pierre Verny. Bonsoir à tous. Il peut nous arriver de venir à une tribune, à une réunion, participer à une assemblée générale en traînant les pieds. Ce que je peux vous assurer, c'est que ce soir, la plupart d'entre nous, on est vraiment ravis de partager ce moment avec vous. Moi, j'ai partagé ce moment l'année dernière sur la bioéthique à Antibes, un moment où on a entendu Jean Leonetti toute une soirée. On ne se lassait pas de cette soirée, on n'a pas vu le temps passer tellement ce moment était important. Et on sait ce que c'est que la bioéthique. C'est un sujet qui est pas facile, qui est difficile à comprendre. Et cette soirée-là, je pense qu'elle n'a laissé personne indifférent. Aujourd'hui, on est en famille. On va parler de sport. Et on est à Piote. Et pour cela, je voudrais remercier Kéra Badaoui et puis Jérôme Viau, donc Kéra qui est à la tête de la 7e circonscription. Et puis Jérôme qui vient d'être élu brillamment sur le canton de Grasse-Nord, je crois, c'est bien ça, qui sont à la tête des jeunes actifs et qui font un travail très très dynamique pour porter haut les couleurs de l'UMP sur la 7e. Je salue mon ami Éric Pauget, toujours là pour défendre les dossiers de la ville de Biote brillamment au Conseil général. Et Dieu sait qu'on a besoin de lui en ce moment dans ces temps qui ne sont pas si faciles que ça. Je salue mes amis, notamment tous les élus de la ville de Biote, de la région d'Antibes, les sportifs, les jeunes actifs, et une pensée aussi particulière pour Thierry et Philippe Alice de nous recevoir aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi cette réunion se passe ici au Sophia Country Club, parce que cet établissement va devenir une vitrine, on peut dire, de l'hébergement qui sera non seulement tournée vers de l'hébergement traditionnel, classique, avec cette clientèle d'affaires, mais aussi tournée vers d'autres thématiques
Et je pense notamment au tourisme et au sport de haut niveau, mais on vous expliquera ça un peu plus tard. Vous parlez d'un petit peu de Biot et de moi, parce que je suis à la tribune certainement le plus vieux. Et habituellement, quand je participe à une réunion à Casa ou au Cimisa, je suis plus jeune. Et aujourd'hui, c'est moi le plus vieux, et c'est peut-être moi qu'on connaît le moins, parce que, qui a son deuxième mandat, Jérôme c'est pareil, Eric aussi. Et moi, je suis venu très tard à la politique, pourtant j'ai 55 ans, je prends énormément de plaisir. Alors, qui je suis? Je suis un enfant de Biot, je suis né à Biot, j'ai baigné dans le monde de la culture, puisque je suis le filleul de Jean Cocteau, donc j'ai baigné dans tout ce qui touche la littérature, le théâtre, tout ce qui touche la poésie, tout ce qui touche le dessin, et tout de suite, je me suis mis au sport. Et très vite, j'ai acheté l'équipe. Et d'ailleurs, je suis un malade du sport. Il m'arrive d'acheter l'équipe et même de ne pas le lire. C'est pour vous dire. Enfin, il faut avoir une sacrée thérapie pour me soigner à ce niveau-là. J'aime tous les sports, quels qu'ils soient, et quand je lis l'équipe et j'ai un peu de temps, je lis tout. Et je dévore tout. Même si j'ai un sport que j'ai pratiqué, un sport qui fait partie de mon enfance, de mon adolescence, c'est le cyclisme. J'ai beaucoup œuvré entre l'âge de 14 ans et 24 ans, dans une époque pas forcément facile, puisque c'était l'époque du bloc de l'Est. Donc nous, on était jeunes et allaient se confronter avec des Russes, des Tchèques, des Autrichiens à cette époque. C'était pas forcément évident, on parlait déjà de dopage. Cette ville de Biot, on ne la connaît pas forcément, mais aujourd'hui on en entend plus parler que d'habitude. Parce qu'il se passe des choses à Biot, on se retrouve entre tradition et modernité. Vous avez la partie historique, où il y a beaucoup d'artistes. Hein, c'est un paysage avant tout touristique, et puis après vous avez cette technopole, cette modernité. Et je vais vous donner un chiffre, notamment qui s'adresse aux jeunes actifs. Aujourd'hui, un salarié sur 30, c'est un salarié biotois. C'est pour vous dire que ce n'est pas un chiffre qui est anodin. Nous avons plus de salariés à Biot que d'habitants. 12 000 salariés, 10 000 habitants, et puis des étudiants qui arrivent avec le campus TIC, qui est en cours de construction. Les premiers étudiants vont arriver en septembre de l'année prochaine. À terme, c'est 3 000 étudiants pour renforcer encore cette diversité et cette richesse de territoire. Un territoire où il fait bon vivre, où on est, comme je le dis tout à l'heure, entre tradition et modernité, et où on veut essayer de donner un élan au sport. C'est pour ça que vous avez pu constater cette année des manifestations sportives vouées vers l'international, avec le Tour méditerranéen et le Paris-Nice. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment par rapport aux retombées économiques et par rapport à l'image que ça peut dégager de notre ville, bien au-delà de notre département. Et puis aussi, le plus gros projet qui est porté par la ville en investissement, c'est un projet sportif. C'est un complexe qui fait grosso modo 7 millions d'euros, sur lequel on va faire un terrain synthétique, où on va faire des cours de tennis, on va faire une salle de 400 places pour tous les sports qui sont en lien directement avec le sol, le fitness, le yoga, etc. Et on avait vraiment réellement besoin de cet outil de travail. Donc pour vous dire que le sport à Biot, ça ne passe pas inaperçu, c'est quelque chose qui fait partie un peu de nos valeurs, de nos fondamentaux, en tout cas pour ce qui me concerne et ce qui concerne notre équipe. Après, il y a des initiatives privées, on en parlera tout à l'heure avec Philippe Aziz, des initiatives qui sont vraiment très très intéressantes, où il nous parlera tout à l'heure de cryothérapie, il nous parlera d'hypoxie, il nous parlera de plein de choses qui sont certainement qui vont vous intéresser. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée, et je m'interviendrai un petit peu plus tard, tout à l'heure. Merci à vous tous. Merci Jean-Pierre, mais écoutez, aussi avec un certain plaisir qu'on se retrouve ce soir à Biot, pour plein de raisons. D'abord, je suis à la table avec un tas de personnes qui me sont chères au cœur. Jean-Pierre, dans sa présentation, il a oublié de vous dire quand même qu'en 2008, il a été le seul élu du département à reconquérir une commune de 10 000 habitants sous l'étiquette de l'UMP. C'est quand même important à dire. Il arrivait en politique, il a cru dans le projet biotois, et moi je suis très heureux de savoir qu'ici, dans ce canton d'Antibes-Biot,
cette commune de 10 000 habitants qui était Biot, qui nous avait échappé il y a quelques années en arrière, on a pu la reconquérir avec Jean-Pierre. Donc c'est un double plaisir d'être à tes côtés, Jean-Pierre, aujourd'hui à cette tribune pour parler d'une thématique qui m'est chère, qui est le sport, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chance d'être adjoint au sport d'David d'Antibes, aux côtés de Jean Leonetti, d'être conseiller général en charge des sports. J'ai commencé avec Christian Estrosi, qui m'a fait confiance dès 2003, lorsqu'il a pris la présidence du département, et donc je me fais plaisir à m'occuper du sport dans le département des Alpes-Maritimes et sur la ville d'Antibes. Je suis avec Jérôme Biot et Kéra. Jérôme l'a dit aussi tout à l'heure, il est conseiller général comme moi, de Grasse. À tous les deux, on forme un tandem dans l'Assemblée départementale, puisqu'on co-préside une commission qui est la commission jeunesse et sport. Mais je crois qu'il ne l'a pas dit aussi par modestie, Jérôme, c'est quelqu'un qui a un dynamisme extraordinaire pour son canton et pour sa commune. Il est, au-delà de ton implication départementale, je sais qu'à Grasse, tu fais un travail énorme, et il a d'autant plus de mérite, c'est qu'il n'est pas élu municipal, parce que lorsqu'on est conseiller général ou conseiller régional, on a souvent un double mandat, et la mairie, la municipalité, c'est le moyen en réalité d'intervention, d'être proche de sa population. Jérôme, il n'est pas élu municipal, il a été réélu conseiller général à Grasse-Nord, et ça nous a fait extrêmement plaisir. Moi, en tout cas, je suis très heureux d'être à tes côtés, Jérôme, ce soir. Et puis Kéra est conseillère municipale. Elle l'a pas dit, elle est conseillère municipale à Antibes, déléguée à la jeunesse à mes côtés. On forme aussi un tandem. Donc, en même temps, ce soir, j'ai que des gens avec qui on forme des équipes, dans le canton avec Jean-Pierre Dermite, au conseil général avec Jérôme Biot, et puis avec Kéra Badawi à la mairie d'Antibes, qui s'occupe de la direction jeunesse, avec qui on forme aussi une belle équipe. Kéra, elle est bourrée de talent, ça vous devez le savoir, pleine d'énergie, elle sait ce qu'elle veut. C'est pas une femme pour rien, je peux vous assurer. On travaille ensemble, elle sait où elle veut aller, elle sait comment y aller, elle passe pas par quatre chemins. En tout cas, c'est un travail extraordinaire au sein de la municipalité. Donc moi, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous ici. On est à Biot, c'est le sport. Il y a des intervenants, Jérôme l'a dit, qui ne sont pas membres de notre formation, et je les remercie sincèrement. Certains d'entre eux, je les connais un peu plus personnellement, puisqu'ils œuvrent sur le territoire de la ville d'Antibes. Les autres, je les connais. On efface la thématique sportive de la société. Je peux vous dire que nos communes, nos villages, notre vie de tous les jours, l'école, la vie associative, la cohésion sociale serait complètement différente. Et c'est parce que ça s'est tellement banalisé que malheureusement ça passe des fois un petit peu en arrière-plan. Donc moi je suis très heureux, en tant qu'élu membre de l'UMP, qu'on aborde cette thématique ensemble et qu'on puisse en débattre. Je crois qu'il y a tout un tas de sujets qui ont été prévus. On essaiera d'échanger avec vous et surtout qu'il y ait un feedback, comme on dit, que vous puissiez nous faire part de bons sentiments sur telle ou telle thématique, que nos intervenants puissent apporter leurs témoignages et que nous, en tant qu'élus, on puisse vous faire part un petit peu de la manière dont on aborde les politiques sportives. J'en dirai pas plus, j'ai déjà été trop long, je reprends la parole à qui, à Kéra ou à Jérôme? À Kéra. Merci. Alors, comme je l'ai expliqué en début de soirée, nous avons préparé un certain nombre de sous-parties à ce débat sur le sport. On va commencer tout de suite avec la partie sur le sport et les collectivités territoriales, qui va nous être présentée par Alexandra Borchio-Fontain, qui est conseillère municipale à Valoris-Golfe-Juan et qui est journaliste à Kiss FM. Dans cette première partie, le sport et les collectivités territoriales, pour mesurer en fait la place du sport dans une commune, mais également dans un département, et puis faire le point aussi sur les équipements en cours ou à venir dans notre 7e circonscription. Et puis dans un deuxième temps, nous allons échanger sur le sport à l'école. Vous le savez sans doute, peut-être, Luc Châtel expérimente depuis 2 ans, comme en Allemagne, par exemple, cours le matin, activités sportives l'après-midi, le sport qui permet l'apprentissage de la règle, du respect de l'autre, du collectif. Cette expérience, c'est l'un des volets du plan de lutte contre la violence à l'école et l'absentéisme. Donc je vais m'adresser maintenant à Éric Fauger, qu'on ne se présente plus. Je vais quand même le rappeler, vous êtes donc adjoint au sport et à la sportive et conseiller général des Alpes-Maritimes. Donc ma première question est la suivante. Pouvez-vous dans un premier temps nous expliquer comment chaque jour vous arrivez à défendre le sport dans votre collectivité et en quoi pour vous le sport est un domaine stratégique dans une commune comme dans un département?
Merci Alexandra. Belle question et vaste question. Surtout lorsqu'on sait que le sport fait partie des grandes compétences qui n'ont jamais été décentralisées. Et si je commence par ça, c'est pas neutre. Quand on parle de l'école, de la formation scolaire, on sait que les écoles, c'est les communes, les collèges et départements, les lycées, les régions, le social dévolu au département, la formation dévolue aux régions. Enfin, il y a tout un tas de pans de la vie en société qui est organisé et décentralisé. Le sport, comme la culture d'ailleurs, sont deux grands pans de notre vie de tous les jours qui ne font l'objet d'aucune loi de décentralisation. Alors, il y a du bon et du moins bon dans cet aspect-là. Le bon côté des choses, c'est que c'est des politiques qui sont basées sur la volonté politique. C'est ce qu'on appelle des politiques volontaristes. C'est-à-dire que si on tombe sur un département, une commune, une région qui a envie de se donner une ambition sportive, ils font des choix, ils débloquent des moyens et ils peuvent aller très loin. Sens inverse, si une commune, un maire ou un président de conseil général n'a pas la fibre sportive et n'est pas sensibilisé à cet aspect-là, il peut ne rien faire, parce que rien ne lui impose et rien ne l'oblige. Donc ça c'est très important à avoir à l'esprit, puisque le sport étant quelque chose qui est uniquement basé sur la volonté politique, on se doit, lorsqu'on est élu en charge des sports, de faire prendre conscience à son maire au niveau d'une mairie, à son président de conseil général au niveau d'un département, de tout l'intérêt de cette thématique. Il faut savoir que dans le département des Alpes-Maritimes, on recense environ 240-250 000 licenciés sportifs. On a un département d'environ 1 million d'habitants, donc il y a près de 24, entre 23 et 25% de licenciés sportifs, c'est-à-dire de personnes qui pratiquent du sport et qui sont membres d'un club sportif. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à une structure sportive, ils payent une licence et ils pratiquent leur activité. On sait aussi qu'il y a des pratiquants qui vont bien au-delà des clubs. En France, par exemple, on est un pays d'un peu plus de 60 millions d'habitants, on estime environ 47 millions de pratiquants sportifs. Je ne dis pas de licenciés en club, mais de pratiquants. Titre personnel, moi je fais de temps en temps des footings, comme le père de Bios, on est licencié dans aucun club, on fait du sport. Ça, c'est important d'avoir bien ces masses à l'esprit, on prend conscience de l'importance du sport. Alors, au sein d'une structure collective, que ce soit municipalité, département ou région, c'est pas décentralisé, donc on peut faire ce qu'on veut. Si on peut faire ce qu'on veut, il faut en avoir l'envie, la volonté politique. En sens inverse, quand on traverse des périodes un petit peu difficiles, comme les périodes qu'on traverse actuellement de crise financière, de crise économique ou de restrictions budgétaires, étant donné qu'il n'y a pas d'obligation légale, c'est souvent ce type de politique volontariste qui sont malheureusement souvent les premières mises en avant pour dire qu'il y a des économies à faire. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre entre l'intérêt d'une politique sportive que l'on veut ou non ambitieuse, et l'environnement socio-économique qui malheureusement nous contraint souvent. Moi j'aime à rappeler que pour qu'une politique sportive soit équilibrée et ambitieuse, il faut qu'elle réponde à 4 grands items. Le premier, c'est la valeur éducative du sport. La valeur éducative, c'est qu'est-ce que les pouvoirs publics font pour que nos enfants fassent du sport, en temps scolaire, hors temps scolaire. Donc c'est tout cet aspect valeur éducative qui est primordial. Deuxième aspect, c'est le soutien au mouvement sportif. Je rappelle qu'en France, la particularité, qui était vraiment le modèle français, c'est que le sport est co-géré entre l'État et le mouvement sportif. Le mouvement sportif, c'est les fédérations. Ces fédérations sont structurées en ligues, en comités départementaux et en clubs à l'échelle des communes. Et ces clubs vivent en grande partie avec des subsides publics, c'est-à-dire ce qu'on appelle des subventions. Et donc, c'est un des items très importants d'une politique sportive de savoir est-ce que la commune ou le département, tel ou tel village, soutient son mouvement sportif. Et pour le soutenir, c'est mise à disposition d'équipements et soutien financier. Troisième item capital, c'est l'aspect animation, événementiel. Jean-Pierre le disait tout à l'heure, on pourrait éventuellement ne développer une politique sportive qu'avec de l'événementiel. On fait venir de grandes manifestations, il y a une implication médiatique, il y a des retombées économiques, on passe par des organisateurs privés,
et on dit telle ou telle commune fait du sport en soutenant de la manifestation sportive. C'est un des éléments. Et enfin, le dernier élément qui est capital à mes yeux et qui même doit être le fondement sur lequel on doit, à mon sens, revenir, ce sont les équipements. Il ne peut pas y avoir de politique sportive s'il n'y a pas d'équipement en quantité suffisante et en qualité suffisante. Et ça, c'est deux éléments très importants. Et en France, on a cette particularité, c'est que 90% des équipements sportifs appartiennent aux communes. Ce sont essentiellement les villes et les communes qui ont, au cours des 40 dernières années, des 50 dernières années, créé des équipements, qui les ont entretenus, qui les ont développés, qui les ont améliorés. Et ces équipements sont le fondement d'une politique sportive ambitieuse. Pour parler d'Antibes, on a la chance d'avoir eu des maires qui se sont succédés, qui ont eu la fibre sportive et qui ont développé les investissements autour des équipements sportifs. Des équipements de proximité, dans les quartiers, pour les écoles, ou alors des équipements à rayonnement nationaux, voire internationaux. Nous, en Antibes, on accueille par exemple, Patrick le sait, le Pôle France gymnastique. On a des équipes de France de gymnastique qui s'entraînent à Antibes. C'est clair que le gymnase qui est mis à disposition, c'est pas le même que le gymnase qui va être dans tel ou tel quartier pour développer la gymnastique. Donc ça, l'aspect investissement et équipement, il est primordial. Et c'est au but de ces 4 items, éducatifs, événementiels, soutien au mouvement sportif et équipement, qu'on peut définir si une politique sportive, elle est ambitieuse ou non, et si elle est surtout équilibrée, parce qu'on rencontre certaines communes qui développent plus ou moins tel ou tel item, mais qui abandonnent complètement un des aspects de ces critères. Une politique sportive équilibrée, ambitieuse, elle doit arriver à répondre à ces quatre grandes parties, et c'est ce qui permet d'avoir une politique sportive ambitieuse. Alors, pour revenir plus spécifiquement au département des Alpes-Maritimes, au Conseil général, on a eu une chance extraordinaire dans les années 2003-2004 avec l'arrivée de Christian Estrosi. Christian Estrosi, quand il a pris la présidence du Conseil général, il était lui-même ancien sportif de haut niveau. C'est quelqu'un qui a la fibre sportive et c'est quelque chose qui lui plaît, le sport. À partir de là, moi j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'il m'a nommé conseiller au sport. Avec un président et un exécutif qui a la fibre, ça ne pouvait que bien aller. Alors, il s'est posé le problème de dire il n'y a pas de compétences spécifiques pour les départements, et quand il a mis en place le plan Avenir Collège, puisque le Conseil général a en charge les collèges, on a rajouté, et là, il y a un ange qui est passé un moment dans le bureau, et je crois que c'est quelque chose qui était formidable, il a rajouté un plan équipement sportif pour les collèges, qui nous a permis de faire des choses extraordinaires. D'abord, de mettre à niveau notre parc d'équipements sportifs dans le département, grâce au collège, avec 2 aspects formidables. Un, l'ouverture aux associations sportives en dehors du temps scolaire. Et là, c'était une idée qui révolutionnait ce qui se passait en tout cas dans le département. Ça pouvait être une aberration, mais quand un collège finissait ses cours à 17h et que les profs de PS s'en allaient, on fermait le gymnase et on le rouvrait le lendemain matin à 8h. Christian Estrosi, en 2004, m'a dit qu'il faut qu'on trouve le moyen de l'ouvrir au mouvement sportif, donc au club, le soir et le week-end, donc ça ne gênait pas le fonctionnement des collèges, et ça a apporté une bouffée d'oxygène en termes d'équipements couverts et de salles dans le département, quelque chose d'extraordinaire. Et deuxième idée géniale que Christian a mis en place à cette époque-là, c'est que quand, dans le cadre du plan Collège à venir, pour les gymnases qui allaient venir équiper les collèges, on a demandé des homologations départementales. C'était un choix qui était ambitieux. Homologation départementale, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un gymnase, on peut très bien dire on fait un couvert, un sol sportif, et les collégiens viennent faire de l'EPS. On s'est rapproché de toutes les fédérations, basket, handball, volleyball, enfin tout ce qui avait besoin d'un gymnase, on a dit quel est votre niveau d'homologation pour un équipement sportif. Il faut des gradins, il faut quelle surface, il faut des vestiaires, etc. Et tous les équipements qui ont été faits dans les collèges depuis 2004, dans le cadre du plan Collège à venir, ont été faits avec des homologations départementales. Donc, la quantité, on a pu mettre en œuvre des équipements qui nous faisaient défaut dans le département, l'ouverture au monde sportif à travers un système de conventionnement qui faisait que tous les soirs et tous les week-ends, il y avait un certain nombre de gymnases dans le département qui étaient mis à disposition des différents clubs des différentes communes. Et troisièmement, l'homologation qui a permis de faire donc des championnats et donc de faire en sorte que les clubs puissent et s'entraîner et avoir des championnats dans des équipements qui n'appartenaient ni aux communes
ni au club, mais qui leur été mis à disposition. Ça, je crois que franchement, c'était un moyen moderne de gérer les fonds publics, parce qu'on remplissait la compétence légale du Conseil général vis-à-vis des collèges, et en plus, on développait quelque chose qui n'était pas obligatoire, qui était ce que je vous disais tout à l'heure sur la base de la volonté politique, qui était de développer la dynamique sportive sur l'ensemble d'un département, et je crois que grâce à ce plan collège à venir, et grâce à l'impulsion qu'il y a eu à ce moment-là, on a fait vraiment de belles choses. Rien que sur le bassin anti-bois, en l'espace de 5 ans, il y a eu 2, 1 Valoris, 3 à Biol, 4, et Sud Rotois, il y a eu 5 gymnases qui ont été créés ou rénovés selon ces conditions. En l'espace de 6 ans, on n'aurait jamais pu, les communes n'auraient jamais pu se lancer dans un tel investissement de livrer 5 gymnases sur un territoire qui est le bassin anti-bois en l'espace de 5 ans. Ça a permis de développer des clubs, ça a permis de développer la pratique, ça a permis d'avoir plus de licenciés, ça a permis de monter le niveau des clubs à partir tout simplement du fait d'imaginer quelque chose d'un petit peu original, qui était d'ouvrir nos équipements au monde sportif en dehors de notre compétence légale. Voilà un des éléments qui a illustré, par exemple, les dernières années au niveau du Conseil général et qui a été majeur pour le développement du sport dans le département. On va rester justement sur les équipements que vous venez d'aborder. On explore ce que vous défendez qui vient dans le secteur et dans le département. Comment se traduit-il justement au niveau des infrastructures? Quels sont les projets en cours ou à venir? Alors, un des éléments majeurs de tout ce que je viens de dire, c'est ce changement d'orientation depuis 2005 avec le plan Collège à venir et l'ouverture des gymnases du département sur le monde sportif. Le deuxième élément, plus spécifiquement ici sur Antibes et sur notre bassin, la municipalité d'Antibes a actuellement comme grand projet structurant, porté par la ville, un palais omnisport qui se trouve en face de nous trouvons, sur la zone dite de Super Antibes, qui a vocation à accueillir essentiellement le basket, puisqu'Antibes a une longue tradition de basket, mais pas uniquement. Je crois que là aussi il y a un exemple et une image à prendre en compte. On avait besoin d'une grande salle de basket à Antibes, puisque notre équipe a l'ambition de rejouer en Pro A, et puis on a un long passé dans le domaine du basket. Cet équipement nous faisait défaut, et il y a eu un choix volontariste de Jean Leonetti et toute la municipalité de se doter de ce type d'équipement, mais de lui donner une certaine polyvalence pour pas que nous fassions du basket et pour que l'investissement soit rentable. Au passage, c'est quand même 25 millions d'euros qui sont portés par la ville d'Antibes sur un palais omnisport, configuré basket parce que c'est la tradition antiboise, mais avec une certaine polyvalence qui va nous permettre d'accueillir des manifestations nationales ou internationales dans d'autres disciplines, de donner une dimension sur de l'événementiel culturel, parce qu'aujourd'hui un équipement de cette ampleur ne peut pas se contenter uniquement que de faire que du sport, et ça serait mal perçu par nos concitoyens. On met 25 millions d'euros pour faire un match de basket tous les mois, je ne suis pas persuadé qu'ils auraient apprécié. Donc on a conçu un bâtiment qui est en cours de réalisation d'ailleurs, qui va avoir une très grande polyvalence, qui a su trouver l'équilibre entre sport amateur et sport de haut niveau, puisqu'on accueille aussi une salle de gymnastique, un dojo pour développer les sports d'arts martiaux, et qui va avoir un grand chaudron avec 5000 places, plus de 5000 places, pour faire de l'animation autour du basket, et pas uniquement, puisqu'on ambitionne d'accueillir des rencontres internationales de handball, éventuellement une phase finale de Coupe Davis, ou notamment des rencontres de boxe de très haut niveau, comme on l'a fait dans le passé des gens Antibes. Cet équipement va permettre de répondre à ces besoins. Il y a deux autres types d'équipements qui vont nous occuper c'est pour ceux qui connaissent l'entrée du Cap Antibes. Un des projets majeurs, c'est de rénover cet équipement. Et puis le deuxième grand chantier en termes d'investissement sur le bassin antibois, c'est la rénovation du stade nautique d'Antibes, puisque Antibes s'est doté dans les années 70 d'un grand stade nautique avec une piscine olympique. C'est pas pour rien si Alain Bernard, champion olympique, s'entraîne à Antibes et licencié à Antibes. Cet équipement a bien vieilli, il a aujourd'hui une quarantaine d'années, et il faut que dans les années qui arrivent, on se lance dans un grand plan de financement pour le rénover, si on veut garder la même excellence de performance et de niveau. Je rappelle, le stade d'Antibes, on voit souvent l'image nageur de haut niveau, c'est environ 400 000 entrées par an. Je reviens tout à l'heure par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure au public. C'est bien sûr les athlètes de haut niveau, avec le Pôle France et le club, mais c'est les baby-ploufs,
C'est le CCAS qui fait de l'aquagym, c'est un club, le Cercle Nageur, avec 1600 licenciés, c'est du public, lambda, qui n'est pas membre de club et qui vient nager entre midi et deux, c'est tous les scolaires d'Antibes, école, collège, lycée, avec des épreuves au bac où il y a la natation. Ça veut dire que c'est un équipement qui touche tous les types de publics, qui fonctionne 365 jours par an, et qui est un équipement municipal qu'on a besoin de rénover. C'est important de prendre en compte parce que quand on dit piscine, stade nautique, on voit tout de suite le côté natation, le côté sportif de la chose, mais un équipement comme un stade nautique, c'est un réel équipement d'aménagement du territoire. Et ça, c'est une des caractéristiques aussi des politiques sportives, c'est que le sport, au-delà de, on a pu le dire ou tout ce qu'on va dire, ça aujourd'hui, ça influe sur l'aménagement du territoire. À Nice, le projet de grand stade, c'est pas uniquement un stade de foot. Ça va être un pôle d'animation pour toute la plaine du Var. Bien sûr, l'équipe de Nice en foot ira jouer comme nous, l'équipe de basket d'Antibes ira dans notre palais omnisport, mais autour de ce type d'équipement, il y a les transports en commun qui se développent, il y a une économie du sport qui se met en place, et il y a tout simplement une animation au niveau qui rayonne sur l'ensemble du département qui se met en place, et ça c'est une thématique très importante, l'aménagement du territoire grâce au sport. Alors j'ai une troisième et dernière question, je vais l'adresser également à Jérôme Bou et à Jean-Pierre Dermy. Vous nous expliquez plus en détail ce qu'une collectivité peut attendre d'une manifestation sportive, j'entends par là en termes de méthode également d'économie par le sport. Plein de choses. Protéger l'image, tout ce qui touche à la notoriété de la ville, son positionnement et bien entendu les retombées économiques. Après, ce qu'il faut faire, c'est surtout choisir sa cible en fonction de la taille de la ville et de ses capacités financières. Aujourd'hui, la ville de Biot, pour prendre l'exemple de la ville de Biot, le budget c'est confondu, investissement et fonctionnement, c'est pratiquement 20 millions d'euros. Le budget communication, c'est 1%. 200 000 euros pour toute l'année. Le budget événement, c'est 300 000 euros pour toute l'année. Donc il faut faire avec ça. Et vous réfléchissez, puis vous essayez de trouver parmi les cibles, vous ne pouvez pas aller sur le foot, vous ne pouvez pas aller sur le rugby, vous ne pouvez pas aller sur la course automobile, donc le cyclisme est un bon vecteur. En plus, c'est un vecteur que je connais bien. Donc, pour vous donner déjà les coûts et les enjeux, pour que vous puissiez savoir combien coûte une épreuve de course cycliste. Une étape du Tour méditerranéen ou de Paris-Nice, ville d'arrivée, 40 000 euros. Une ville d'arrivée du Tour de France, 90 000 euros. Un championnat de France, 400 000 euros. Un championnat du monde, 2 millions d'euros. Alors il est évident que quand on va sur les championnats de France ou les championnats du monde, il faut y aller avec des partenaires, mais pour les autres épreuves, et y compris le Tour de France, on peut y aller en solo. Donc aujourd'hui, nous, sur Biot, on a reçu 2 étapes du Tour méditerranéen, on a voulu franchir des marches, et cette année, on a reçu le Paris-Nice. Et pour nous, ce sont des retombées très positives. Alors déjà, sur les retombées économiques, au niveau des nuitées. Les nuitées, sur le Paris-Nice, c'est grosso modo 500 chambres. Sur le Tour de France, quand on franchira ce palier, c'est 5000 chambres. Et dans un rayon de 40 km. Donc ça veut dire que vous faites travailler tous les acteurs économiques locaux. Après, sur le positionnement, la notoriété de la ville, c'est vrai que vous avez un droit à l'image, vous avez un droit à faire passer des messages sur la presse écrite, sur la radio. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Donc les chiffres qui ont été enregistrés sur Biot par rapport à la dernière épreuve que nous avons reçue, le Paris-Nice. On l'a reçu dans une stratégie de pouvoir bénéficier le plus possible de ces atouts de communication. Donc on a fait une organisation d'épreuves le samedi, parce qu'il est évident que le week-end, vous bénéficiez de plus de retombées que si vous faites une organisation dans la semaine. France 3, 2 millions de téléspectateurs. France 4, 300 000 téléspectateurs. Si on y ajoute toutes les chaînes européennes et des autres continents, on arrive à rajouter 22 millions de téléspectateurs en plus. Sur la presse écrite, 184 titres de presse. Au niveau de la radio, 758 sujets.
À chaque fois, on a parlé de Biot et de Biot. Et d'ailleurs, on vient d'obtenir notre label station de tourisme, que c'est pas paru au journal officiel il y a très peu de temps, puisque c'était début septembre, et un des vecteurs, un des leviers qu'on a voulu démontrer pour qu'on puisse obtenir ce classement de station de tourisme, c'est le sport. Alors, pas forcément le sport de haut niveau, parce qu'on fait des coups, on ne peut pas y aller systématiquement. Vous avez bien compris qu'avec des budgets dont dispose la ville de Biot, on ne peut pas tirer sur tout ce qui bouge. Mais on est allé sur certains leviers comme le golf. Aujourd'hui, Biot est la ville dans le département qui dispose du plus d'infrastructures. Nous avons 4 infrastructures de golf dans le département. Donc les retombées économiques, c'est immédiat au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, mais c'est aussi des retombées à moyen, voire à long terme. Parce que ces gens qui ont entendu parler de Biot, on espère les recevoir un peu plus tard, notamment pendant les vacances, puisque Biot est une ville qui est quand même attractive, on est classé ville et métier d'art, donc on a pas mal d'atouts à offrir. Donc ce qui est important dans une épreuve comme le Paris-Nice, c'est de parler le plus largement possible de notre ville sans forcément acheter de la publicité. Si nous avions acheté de la publicité, nous serions à plusieurs millions d'euros, alors qu'en réalité, ça nous a coûté 40 000 euros. Juste en complément, sur Antibes, on a bien sûr les mêmes types de démarches, on a mis en place depuis une dizaine d'années déjà une sorte de grille d'évaluation des événements sportifs. Et je rejoins ce que dit Jean-Pierre, on essaie de mesurer 3 types d'interventions. Le premier, le niveau sportif de l'événement qu'on nous propose. C'est évident qu'un championnat départemental, ça n'a pas la même valeur qu'un championnat de France, qu'un championnat régional, voire qu'une Coupe du Monde. Le deuxième aspect qu'on prend en compte, c'est les retombées économiques. Ce que vient de dire Jean-Pierre Dermite, c'est des nuitées d'hôtel, c'est des restaurants qui fonctionnent. Suivant quand ça a lieu, c'est dans les périodes creuses, il y a de réelles retombées économiques. Et le troisième critère, c'est le retour média. C'est-à-dire que suivant le type d'événement, il est évident que s'il fallait le compenser sous forme de budget de communication, ça serait irréalisable. À titre d'exemple, on a le rallye d'Antibes qui démarre demain, qui est le seul rallye français qui compte pour le championnat d'Europe. Ça fait 40 ans que ça existe. Les organisateurs, qui sont une association, nous fournissent chaque année un bilan réalisé par un cabinet d'études extérieur indépendant et spécialisé sur ce type de retombées d'événements sportifs. Ils évaluent chaque année environ 2 600 000 euros les retombées économiques sur Antibes du rallye d'Antibes. Nuitée d'hôtel, articles médias, dépenses directes de l'organisateur, etc. 2 600 000 euros. Ça coûte à la ville 150 000 euros. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte, puisque quand on gère une commune, quand on gère une collectivité, comme le disait Jean-Pierre Dermite, on achète 2 millions d'euros de communication et on fait parler de sa commune. Un événement sportif, il y a un intérêt sportif, il y a un intérêt économique, il y a un intérêt médiatique, et en plus, nous c'est ce qu'on essaye de faire en Antibes, quand il peut y avoir un intérêt associatif, c'est-à-dire lorsque c'est porté par une association locale, eh bien, je veux dire, vous faites jackpot parce que vos concitoyens sont heureux, s'investissent, on parle de votre commune, et c'est sans commune mesure en termes de coûts. Je rappelle, la subvention pour le rallye d'Antibes, c'est 150 000 euros, et c'est 2,6 millions de retour pour la ville. C'est des retombées économiques, et c'est un événement sportif d'ampleur internationale, c'est un championnat d'Europe. Voilà. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être évoqué, moi je partage complètement l'importance, en tout cas pour une collectivité, d'organiser et de capter un événement sportif pour en utiliser effectivement à la fois les retombées économiques, médiatiques, et je prendrai pour exemple, en étant très court, le 10 km du Pays de Grâce, ça vous étonnera pas, parce que voilà, ça me permet de communiquer. C'est le 23 octobre, donc c'est le dimanche dans pas longtemps, et donc d'ailleurs, vous êtes tous conviés si vous voulez venir courir ou participer, parce que moi je me suis engagé devant la presse à le faire en moins de 57 minutes, ce qui n'est pas gagné. Et non, plus sérieusement, ça permet pour une commune, en choisissant bien sûr le degré, parce que c'est vrai que les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont, il faut bien calibrer, bien cibler la capacité de financer ça, mais
c'est à la fois précieux en termes de communication, précieux en termes de notoriété, et c'est aussi, et c'est un élément complémentaire que j'apporterai parce que je ne veux pas redire ce qui a été dit, c'est aussi formidablement fédérateur pour les équipes qui s'engagent, les associations, les bénévoles, de voir que, eh bien, on se serre les coudes et on fait une manifestation qui est reconnue, qui est admirée, qui est mise en valeur et en avant dans les médias et dans la presse, et c'est aussi quelque chose qui est formidable dans le milieu associatif, c'est que de ce terreau associatif, mais il ressort en tout cas des synergies, des engagements croisés, des gens qui donnent tout ce qu'ils ont avec beaucoup de cœur et beaucoup d'engagement. Et c'est ce qui s'est passé quand tu as fait ce choix de dire tiens, je fais cette étape du Tour de France. Toutes les équipes qui étaient autour de toi, eh bien, on dit tiens, c'est un pari courageux. Et en tout cas, ça galvanise toutes les personnes, les organisateurs, les associations et le monde du sport en général. Et c'est aussi un élément qui est important parce que ça permet aussi de créer une ambiance, un moment dont on se souvient. Je prenais pour exemple 10 km de Grasse, c'est un moment où tout le monde travaille les jours qui précèdent, le moment de la course, et puis après en ayant la satisfaction de voir un bel événement départemental, national avoir lieu sur sa commune, et c'est aussi une fierté que de voir ces moments naître. Voilà. Oui. C'est très important ce que tu as dit, parce que, comme je disais tout à l'heure, le sport en France, il n'est pas décentralisé, non. Il n'y a pas de loi qui doit s'en occuper, mais il est officiellement co-géré entre l'État et le mouvement sportif. Le mouvement sportif, c'est qui? C'est les clubs. Et les clubs, c'est qui? C'est des bénévoles. Et ça, c'est capital, c'est le modèle français qui est organisé comme ça. C'est-à-dire que le bénévolat, c'est le levier. Il y a un effet démultiplicateur énorme, dont on ne se rend pas compte. Tout ce dont on a parlé, ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas l'apport du bénévolat. Et ça, c'est quelque chose de typiquement français, qui, à mon sens, apporte une plus-value énorme, qui a peut-être des limites, qui aura sans doute des limites dans l'avenir, parce qu'on a quand même une génération de bénévoles, c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles qui s'investissent. Il y a aussi peut-être des fois un problème de formation ou d'encadrement qu'on ne retrouve pas dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres modèles sportifs ailleurs. En tout cas, c'est une particularité française, c'est que le mouvement sportif, c'est les clubs, et que les clubs, c'est les bénévoles, et que ces bénévoles, c'est un effet démultiplicateur à tout point de vue, pour le côté éducatif dont je parlais tout à l'heure, pour le côté événementiel dont on vient de parler, ou pour l'animation au jour le jour de nos clubs et de nos jeunes. C'est quelque chose dont on n'imagine pas la richesse que ça peut être pour une ville, pour un département, pour un pays. Ce sont des gens qui s'engagent gratuitement, bénévolement, qui assument des responsabilités, qui le font en dehors de leur temps de travail, en dehors de leur temps de famille, pour le bien de tous. Et ça, c'est quelque chose qui est capital. Il y en a quelques-uns derrière la table dans les intervenants, mais c'est quelque chose de primordial. Le bénévolat pour le sport, c'est une des entrées en matière capitale, et le sport français ne serait pas ce qu'il est si on n'avait pas eu, et si on n'a pas encore aujourd'hui, cette formidable richesse qu'est le bénévolat.